Restez avec nous, venez discuter avec nous. Parce que cette conférence, j'espère qu'elle va vous inspirer. L'idée, c'est vraiment de s'interroger sur la nouvelle définition de la boutique, de voir un petit peu comment les boutiques sont en train d'évoluer, passer d'un point de vente à autre chose, à un point émotionnel, un point dans un parcours client, qu'est-ce que ça raconte. Et ça, je pense que c'est super intéressant. Et pour discuter de ces deux sujets, franchement, on a de la chance. Parce que là, il y a de l'expert. Là, il y a de l'expert. Déjà, on a Daniela. Bonjour Daniela, qui est Bonjour l'ancienne Sébastien. directrice retail de Merci, de Cézanne. Oui, Ça fait rêver pas mal de filles. Hein. Qui a en plus complètement transformé le modèle retail de Cézanne au début où c'était showroom, qui est vraiment devenu boutique, mais bien plus qu'une boutique évidemment. Donc trop cool de l'avoir. Et puis on a Nicolas Rebet, fameux retailoscope, le média du retail. Merci pour ton invitation. Je ne sais pas si vous êtes abonné à Retailoscope sur Instagram ou sur LinkedIn, mais allez-y. Hyper intéressant, grosse source d'inspiration pour voir tous les concepts autour du monde, des concepts qui va visiter et d'autres qui sourcent. Et ça, c'est vraiment une vraie source. Donc allez-y, c'est hyper intéressant et vous ne perdrez pas votre temps. Et puis de temps en temps, en plus, on voit des photos de lui. Sur un bateau, au bord de la mer, voilà. Donc c'est toujours un bon moment. Mais ça, c'est qu'en story. Hein. Ouais, Alors, je le disais, la définition de la boutique a changé. J'ai envie de poser une question toute bête, Daniela, mais pourquoi? Pourquoi c'est passé d'un point de vente à autre chose parce que le point de vente ne fonctionnait plus aussi bien? parce que nous avons changé. Le monde change et on a changé. Et je dirais que depuis une trentaine d'années, fin 90, voilà, avec au départ les fameux concept stores, Corso Como 10 à Milan, Dover Street Market, etc., sont arrivées des boutiques en fait, voilà, qui mélangeaient voilà, du home, de la mode, un restaurant. Et que aussi, globalement, en fait, notre monde change et on a envie de plus d'émotionnel, de plus de choses qui se passent dans la boutique. Et c'est pour ça qu'on est passé en fait de la vente à vivre une expérience, à un lieu de vie. La boutique est devenue un lieu de vie. Et c'est vrai qu'il y a aussi, tu parles finalement de commodité, le web a permis ça. Avec Amazon et autres, d'acheter de la commodité. Et finalement, on ne va plus en magasin pour acheter de la commodité, mis à part un peu de courses alimentaires, mais on perd ce côté commodité et donc on vient chercher autre chose. C'est ça, Nicolas, non? Oui, il y a un point par rapport à l'expérience dont tu parlais. Moi, j'aime bien parler de la courbe en U sur l'expérience en magasin. Quand on remonte dans le passé, c'est-à-dire début du 20e, on voyait que l'expérience en magasin, elle existait. J'adore Printemps Haussmann vers 1900-1910. On voit que sur des expositions façon les soldes, le blanc, ils avaient vraiment une volonté de mettre le magasin en majesté et on l'a perdu. On l'a perdu post quasiment Seconde Guerre mondiale avec les sociétés de consommation. Donc là, on balance, on remplit les rayons, on oublie toute le parti agréable du magasin. Même l'architecture des magasins ont changé radicalement pour devenir des boîtes sans fenêtres affreux. Et on le voit sur les centres commerciaux années 60-70 et aujourd'hui qui a une vraie plaie pour pas mal de bailleurs parce qu'ils se retrouvent avec des cellules sans fenêtre. Bref, ça, on passe, c'est un autre sujet. Mais voilà. Donc, et aujourd'hui, on y revient. Donc j'espère qu'on va retrouver et on va pas retomber sur les travers des années 60, mais c'est par rapport à ça où effectivement le haut du U a commencé dans les années 90. Par rapport, contrairement à ce que tu dis sur l'expérience, oui et non, c'est-à-dire que la convenience sur je veux m'acheter un polo, malgré tout, on a envie d'aller une partie des clients en magasin pour le tester, parce que ces histoires de retours qui sont extrêmement mal gérées aujourd'hui, est-ce que ça me va pas? Oui, et c'est 2000 en fait les premiers sites e-commerce et ça a mis 20 ans pour qu'aujourd'hui ça soit fondamentalement ancré et on restera sur du 70-30 à peu près en termes de répartition chiffre d'affaires alimentaire inclus dans le e-commerce et dans le commerce globalement.
Parce que c'est vrai qu'on entend 70-30, c'est même l'objectif, enfin l'objectif, c'est la tendance 2030, que 30% du business soit online. On a pourtant la sensation d'entendre partout que le retail est mort, mais ça représente toujours entre 70 et 80%. Tout à fait, ouais. Les gens vont entre 70 et 80% en magasin. Ça paraît complètement fou. On a vraiment l'impression que le retail est mort, le Covid a tué le retail, c'est terminé, il n'y a Mais plus ça de fait boutiques. parler aussi. Enfin, il y a un moment, ça fait parler les médias. Les gens adorent ça parce qu'on veut enterrer le magasin depuis bientôt 100 ans aussi. Et J'allais dire, oui, tout à fait. Voilà. On disait les centres commerciaux sont morts, On va tuer le aux centre. États-Unis on va plus là, etc. Mais en fait, ça existe toujours. À chaque fois, ça s'est adapté. Et j'ai oublié ta question derrière était. Excuse-moi, je vais en un autre truc. Tu m'as fait oublier ma question. Oui, j'ai oublié ta question. Mais je l'ai oublié moi aussi. C'est pas grave. Non, j'allais te demander aussi. Donc, on parlait de la convenience de l'achat facile, entre guillemets, qui se transformerait en achat plus émotionnel, et que tu me disais que tu n'étais pas d'accord. Ouais, non, 86% des Français sont encore attachés aux boutiques. Ça reste une statistique extrêmement importante qui vient de tomber il y a quelques jours. Hein. Donc, elle est vraiment fraîche post-Covid. Et malgré tout, les gens retournent en magasin. Sur le nombre de trafic, on le voit, on est à des niveaux de 2019, hormis Paris, touristes chinois, qui là, de toute façon, sont des populations qui ne sont pas présentes, donc qui ne peuvent pas venir en magasin. Sinon, un magasin comme GL Haussmann est à peu près à 70% de trafic, 80% de trafic versus 19, si on enlève les Chinois, bien entendu. Et donc, malgré tout, l'e-commerce fait que grimper, prend des parts de marché à la boutique. C'est quoi le rôle aujourd'hui justement de la boutique dans une stratégie un peu plus globale, un peu omnicanal comme on parle souvent? Ça devient quoi le rôle de la boutique dans ce parcours client finalement? Daniela? Elle garde son rôle physique de essayer, voir, sentir, goûter, rencontrer, je dirais. Et la boutique. Ben non, la boutique, c'est quand même aussi pour moi apprendre, faire vivre des choses différentes. La boutique musée, la boutique démo store, la boutique en fait qui sera un lieu où on va aller comme une destination en fait. On va aller faire quelque chose. Parce qu'aussi, il faut réinventer le shopping, parce que le shopping, quand même, a beaucoup évolué depuis le Covid. On ne va plus se promener rue de Passy, boulevard Haussmann, Champs-Élysées. Voilà, je pense que c'est là où l'e-commerce a pris une place. Et comment on réinvente le shopping? Comment on réinvente le shopping? En étant séduisant, en étant humain, en étant coloré, en étant... avec les recettes du commerce de base, hein, avec des vendeurs qui sont formés, qui sont heureux d'être là dans leur boutique, fiers d'être dans cette marque. Donc c'est tout l'enjeu qu'il y a derrière tout ça, en fait. Le plaisir du shopping, moi, je le remettrai aussi avec les vendeurs, comme tu le dis, et j'insisterai énormément sur le point. Quand on voit certains magasins où on n'a pas un plaisir mutuel du vendeur, en fait, le shopping, on l'a bien enterré, là, si tu veux. Tant qu'on n'aura pas compris qu'à un moment, on peut aurer les vendeurs, j'aime pas trop ce terme, mais en français, on le dit assez mal, à la fois humainement, c'est-à-dire que la personne a la capacité d'évoluer avec son client de façon psychologique, c'est vraiment important. Et malgré tout, on voit encore aujourd'hui plein de gens qui sont dans le retail un peu parce qu'on l'a obligé. Et le métier de vendeur en France est malheureusement toujours mal vu. C'est un métier un peu par défaut pour une grande majorité des vendeurs. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de cette volonté. Et on n'est pas des Américains à dire le matin, tu souris quand tu arrives et ils ont le smile comme ça, tu pars à 21h, tu fermes ton smile si tu en as envie. En France, le mec, il n'a pas envie, point, il le fera sentir au client malgré tout. Donc, ayons des gens de conviction qui ont vraiment envie de comprendre leurs clients, qui ont envie de les aider, qui ont envie de s'intéresser à leurs vrais problèmes malgré tout parce qu'on vient chercher quelque chose. Et donnons-leur la data, donnons-leur les informations. Parce qu'aussi, quelque chose qui est important, c'est qu'on leur apporte l'intégralité des informations qu'ils ont besoin. Un client, aujourd'hui, on dit, ouais, il est super intéressé, il part 3 références. Donc, il va les connaître par cœur. Le vendeur doit en connaître 3000. Il ne peut pas, il y a un gap entre les deux. Le client vraiment attend que le vendeur sache tout sur le bout des doigts, comme lui-même l'attend, sauf que ce n'est pas possible.
voilà, un vendeur en magasin ne peut pas avoir toutes ces connaissances. Donc le digital doit lui apporter ça, par exemple. Ouais, donc il y a une question de formation, déjà. Il y a une question aussi de digitalisation de l'expérience du vendeur, parce que ça, c'est un Oui, vrai sujet aussi. en plus, c'est-à-dire le client va dans le e-commerce. Donc le vendeur doit avoir quelque chose de plus que juste aller consulter le site e-commerce. Vous avez des exemples de marques qui ont ce petit plus en plus dans l'expérience justement vendeur et qui se ressent finalement dans une expérience client? Je dirais Apple, comme ça, en but en blanc. Alors, Ceux Je qui s'y citais une marque connaissent française, en tu citais une vidéo, marque voilà. américaine. Moi, je citais une marque française qui est Etam. J'aime beaucoup Etam, juste à côté à Haussmann. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont réussi à avoir un staff qui est extrêmement bien formé, qui comprend les besoins clients. Moi, je travaille pas mal avec eux. Et ils ont doté leurs vendeurs de smartphones avec une solution digitale interne. Donc, ils ont mis de côté tous les tiers pour se dire, bon, c'est bon, qu'est-ce que nos vendeurs ont vraiment besoin. Ils l'ont connecté avec la cabine connectée, qui n'est pas une armada technologique énorme et qui ne coûte pas extrêmement cher à déployer parce que c'est un iPad Pro et point d'autre. Et derrière, il y a des services qui sont offerts aux clients sur le stock, enfin, des choses relativement basiques, mais qui, quand tu es dans une cabine en lingerie, donc pas hyper à l'aise non plus de ressortir facilement et ainsi de suite, tu es bien content que le vendeur te l'apporte, par exemple. Donc, ouais, là, il y a un vrai 360 qui est fait client, produit, vendeur chez Etam, qui, même si je ne suis pas directement client de leurs produits, est assez intéressant. Pardon. Ta femme aimerait peut-être bien que tu deviennes client chez Etam. Je la laisse répondre. Je dis que des bêtises, c'est la fin de la journée, je suis désolé. Et justement, dans ce parcours d'achat, par rapport à vos clients, pendant longtemps, malgré tout, la boutique, c'était aussi un moyen de découvrir des marques, parce qu'on allait shopper, parce qu'on allait se promener dans les rues. Si ce shopping évolue et fait qu'on se promène peut-être un petit peu moins, qu'on va moins flâner, à quel moment apparaît la boutique dans un parcours d'achat? Est-ce qu'on est encore dans de l'acquisition? Est-ce qu'on est dans une phase un peu de réassurance avant un achat peut-être même digital, en se disant j'ai découvert une marque sur Instagram, sur leur site web, j'ai vu des produits, je vais aller voir ce que ça vaut en vrai et j'achèterai plus tard? Comment elle s'inscrit justement? Parce que j'imagine que ça change aussi du coup la proposition, ça change pas mal de choses pour la boutique en elle-même. Alors, je ne suis pas une spécialiste, je laisse peut-être plus Nicolas parler. Il y a 80% des marques qui sont découvertes en digital aujourd'hui. Voilà, réponse claire et certaine. En revanche, le client qui se promène en magasin et qui, dans un multimarque, peut découvrir une marque, elle existe aussi. Il y a ces doubles problématiques. C'est-à-dire que tu as les marques, les magasins monomarques où tu as forcément découvert ou quasiment aujourd'hui la marque avant sur le digital si tu ne la connaissais pas. Malgré tout les multimarques, mais ça, que ce soit dans le fashion ou chez Darty, peu importe pour une machine à laver. Il y a un peu de moins de nouvelles marques sur les machines à laver, quoique c'est comme ça aussi tu peux capter le client. Donc c'est peut-être un peu la part qui manquerait entre les 85 et les 100% aujourd'hui. Il y a un sujet aussi qui intéresse beaucoup les gens, c'est l'acquisition d'un client. Aujourd'hui, l'acquisition digitale, elle coûte excessivement cher et elle fait que augmenter. Et en plus, elle est complètement décentralisée parce que l'acquisition appartient à Google, à Facebook et à pas grand monde d'autres. En boutique, Comment c'est perçu ça? Est-ce que c'est devenu presque un canal rentable? Est-ce que c'est contrairement au digital, parce qu'on va réussir à avoir un panier moyen un peu plus important, peut-être une lifetime value plus importante? Comment c'est perçu comme ça dans la partie acquisition et comment j'ai envie de dire, réparti justement avec le digital là-dessus? En tout cas, moi, mes clients, c'est vraiment physique. C'est difficile. Le digital, il vient si on doit faire une vente supplémentaire ou c'est du physique. Donc, c'est un nouveau client, qu'il faut acquérir, à qui il faut proposer des produits vraiment hyper classiques. On n'a pas encore inventé. Peut-être que dans les marques plus nouvelles, les DNVB, etc. On a une manière différente finalement de l'acquérir, ce client. Et la visite est intéressante. Un maid dont on parlait,
Donc, on voit des meubles online, on en voit certains dans le showroom, et quand on viendra dans le showroom, on aura des experts qui vont vous aider finalement à imaginer vos meubles chez vous. Et je pense que c'est comme ça qu'on va les acquérir. L'acquisition était bien, voilà, t'es bien placé pour le savoir avec les DNVB. C'est de la réassurance aussi. Et c'est de la connaissance client. Parce que ça ne s'achète pas vraiment. Pourquoi le client, finalement, n'a pas acheté un tel produit? On va savoir un taux de rebond particulier d'une page web. Mais derrière, pourquoi il ne l'a pas vraiment acheté? Personne ne le sait. Hein, sauf si tu fais des études conso. Et ça, la boutique, elle te le permet. Parce que la crème est trop grasse, parce que le truc est trop léger, parce que l'odeur n'est pas terrible, parce que plein de choses. Bah, si tu n'es pas passé un moment par du physique, grand magasin, pop-up, vous en parlez ce matin, je pense, avec Nestor. Bon ben, ça, c'est de la data pure que tu peux remonter de façon physique malgré tout, et ça a une aide précieuse. Et je prends aussi l'expérience de Good Life à Paris, qui m'expliquait que leur boutique a fortement réduit le taux de retour de leurs produits. Parce qu'ils sont sur de la précommande, donc les gens n'osent pas forcément commander un produit qu'ils vont avoir dans 3 mois, donc ils auront potentiellement oublié entre les deux, et quand ils le reçoivent, bah, c'est de la déception. Par rapport aux autres commandes du reste de la France, ils viennent, les clients parisiens maintenant essayent avant, commandent si vraiment ça leur plaît, et ils récupèrent leurs produits, ils n'ont quasiment plus de retour, ou très très peu. Enfin, quasiment tous les clients qui passent en boutique n'ont plus de retour. Ça montre aussi l'importance dans la partie omnicanal de la boutique aujourd'hui. Elle coûte cher, mais versus un taux de retour et des stocks de produits retournés qu'on ne peut pas forcément remettre, elle coûte finalement pas si cher que ça. Parlons un peu inspiration. Aujourd'hui, justement, il y a encore des boutiques qui cartonnent. Il y a des concepts qui cartonnent. Est-ce que vous avez comme ça en tête des concepts qu'il faut observer, qui sont des tendances pour l'avenir et qui peuvent être des inspirations pour les marques? Bon, je te laisse réfléchir. Et un qui me plaît toujours énormément, c'est Glossier à Londres, qui a ouvert parce qu'on les croyait un peu morts. Enfin, il y a eu une période de flou. On ouvre des boutiques et puis après il y a Covid, on ferme tout, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Ils en ont rouvert quelques-unes. Et malgré tout, ça reste assez efficace, et voire même très efficace en termes de storytelling, en termes avec tous les miroirs, you look good, machin, des vrais messages hyper positifs auprès de tes clients. Schofield, j'adore. Schofield, on est fan parce que, alors peut-être tout le monde ne connaît pas Schofield à New York, c'est un magasin hyper expérientiel dans lequel les marques vont pouvoir s'exprimer de façon unique, singulière, et le magasin leur pousse le maximum de créativité possible. J'ai compris enfin comment fonctionnait Schofield, parce qu'on est sur un taux de transfo qui est relativement faible. On est plutôt sur le Disneyland du retail que du CA mètre carré à mort. Cependant, ils sont avant tout sur la location d'espace. Donc, eux sont rentables malgré tout et ne sont pas dépendants d'un chiffre d'affaires comme un grand magasin pourrait l'être, par exemple. Mais oui, Schofield déjà. En fait, Schofield, c'est un peu un Colette, nouvelle génération, où les marques, elles viennent s'exprimer. Non, ou... pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que c'est un mix entre Colette pour la curation et encore, et un grand Colette magasin. achetait les vitrines. Enfin, les marques achetaient les vitrines. Ils pouvaient Oui, s'exprimer. mais là, tu t'exprimes. En fait, tu fais ton propre Le client stand ne comme un grand participe magasin. pas dans les vitrines. Là, tu es, toi, en tant que client, partie prenante à l'expérience Schofield. C'est pas pareil. C'est sur le mobilier Colette, alors que là, ils ont leur propre mobilier, ils ont leur propre stand expérientiel. Et puis, pour toutes les DNVB américaines qui veulent se lancer, ils ont le tampon. En fait, il faut y passer à un moment à un autre, ça fait c'est bon, tu t'es lancé quand tu as réussi ton expérience Schofield. Donc voilà. Et je reviens toujours aux vendeurs. Les vendeurs chez Schofield, c'est juste top. Ils disent, on n'est pas des vendeurs, on est des acteurs. Donc, ils sont là vraiment pour s'amuser avec le client, pour interagir. Donc, Quand il n'y a pas d'objectif business direct, c'est plus simple. Même si, tu vois, sur les acteurs, moi j'aime bien aussi le vendeur influenceur, parce qu'on est aujourd'hui sur des cibles qui sont de plus en plus jeunes, évidemment, et donc manient les réseaux sociaux extrêmement bien. C'est une façon pour eux d'exister, c'est une façon pour eux de montrer leur marque d'une façon différente. Et aujourd'hui, les marques de luxe, en particulier, ne sont pas toutes prêtes
à ça. Parce que ça casse les codes de la com corporate bien ficelée, bien léchée. Oui, mais c'est peut-être plus efficace, malgré tout. C'est une authenticité que tu n'as pas sur une publicité léchée, photoshopée pendant 50 heures par un DA. Ça, c'est une chose. Et d'un autre côté, moi, j'aime bien l'exemple de Macy's aux États-Unis qui a fait des liens avec TV Page, à savoir que les vendeurs sont à la fois des influenceurs, ils pinent les produits qu'ils ont utilisés et les vendeurs sont rémunérés sur les ventes qui sont liées à leur profil. Donc, c'est une autre façon de faire du commerce. Et quand tu reviens chez ton Macy's du coin, enfin, tu connais peut-être par l'intermédiaire d'Instagram le vendeur, tu vas avoir une autre relation. Moi, j'adore vos vidéos, machin, il y a une connivence qui se crée que tu n'auras pas si le vendeur n'existe pas ou peu différemment. Enfin, en tout cas, sur les réseaux. Il y a Leroy Merlin, alors ça fait un peu moins rêver, mais il y a Leroy Merlin qui a lancé un système un peu similaire. Alors je crois pas que les vendeurs soient rémunérés sur les ventes, mais par contre en fait dans certains Leroy Merlin, il y a des studios de live shopping ou en tout cas d'enregistrement où ils vont pouvoir en fait les vendeurs vont pouvoir enregistrer un nouveau produit, faire une vidéo sur le nouveau produit et ça va être après évidemment diffusé sur internet et ça marche plutôt bien parce qu'ils ont fait un test et là ils commencent à le dupliquer, donc c'est plutôt bon signe parce que je pense qu'en fait ça plaît aussi aux vendeurs, ils se sentent utiles différemment quoi. On se sent hyper valorisé. C'est de l'image et puis tu es en valeur avec, je veux dire en connivence avec ta marque. C'est quelque part ce qu'il faudrait atteindre finalement comme relation entre la marque et les vendeurs de cette marque. C'est assez surprenant à dire, mais tu as plus d'authenticité dans la façon dont on va te parler. Tu vas avoir le produit en usage. C'est une scie sauteuse. Ben, dans ce cas-là, tu vas te projeter toi-même dans ton atelier, plus en regardant le type qui utilise réellement. C'était un peu le téléshopping sur le décap mousse du truc. Enfin bon, voilà, c'est un peu ça en fait. Là, vu que c'est le vendeur de la marque que tu as l'habitude de voir, ça te paraît quand même vachement plus cohérent que Oui, le truc à la télé. Mais voilà, ça c'est vrai. Et j'ai l'exemple de Columbia qui avait aussi lancé son live stream et qui avait fait des tests. Ce qu'ils ont remarqué, c'est que pareil, tu avais moins de retours sur des produits qui étaient vendus en live stream parce que c'était plus porté, tu voyais un peu plus les looks, comment ça se passait et ainsi de suite. En revanche, les paniers moyens n'étaient pas plus importants que du e-commerce classique. Donc les clients achètent peut-être mieux, mais pas plus. Ça va peut-être se démocratiser aussi, parce que c'est encore très 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 nouveau. Je suis pas sûr qu'il y ait grand monde ici qui a acheté sur du live streaming. En Europe, non, on est encore loin. Tu le vois apparaître, toi, chez des clients qui tentent des initiatives comme celle-ci? Ah non, mes clients sont pas prêts du tout. Pourtant, j'en parle, mais non. Parce que là, j'ai vu sur le Festival de Cannes, il y a eu un paquet d'initiatives de live streaming. Je sais pas ce que ça va donner, mais Sephora, etc. ont investi à fond. Là-dessus, vous n'avez pas trop de retours pour le moment. C'est plus des tendances qu'on ressent. Et puis il faut être présent, puis ça fait la presse, et puis c'est toujours bien d'en parler. Mais après, est-ce qu'on fait du business derrière? Je suis un peu plus réservé. On n'est pas chinois encore. Est-ce que vous avez déjà regardé un vrai live stream shopping chinois? Ça vaut le coup. Ça pop dans Oui, tous les, il y a des pop-up dans tous les sens. Il y a des trucs qui défilent à droite, à gauche de l'écran. Enfin, c'est extrême. Alors déjà, on comprend rien à ça, c'est une chose, mais même l'écran en lui-même est hyper difficile à comprendre. C'est un mindset qui est très différent de chez nous. Tu pourrais pas faire un copier-coller en parlant français, hein. C'est impossible. Ouais, mais il y a sûrement un modèle à inventer aussi avec notre façon de consommer. Si l'influence marketing avec les influenceuses qui font des stories toute la journée cartonne, il n'y a pas de raison que le live shopping cartonne pas. Ça cartonne sur Insta. Je ne sais pas s'ils vendent après derrière, mais bon, on en voit pas mal avec les Reels, etc. Mais après, voilà, on verra. Mais moi, je pense que oui, que la vidéo, c'est quand même un très bon moyen de s'exprimer et de s'exprimer en dehors de la boutique, en fait. Ça veut dire qu'il faut aussi réinventer les espaces, sûrement dans les boutiques, pour justement intégrer des endroits où, alors on a eu pendant longtemps les endroits où les clients pouvaient se prendre en photo pour avoir des photos un peu cool, mais du coup c'était hyper standardisé parce que tout le monde avait la même photo. Maintenant c'est finalement des endroits pour les vendeurs, c'est ça, non? Il faudra, si on va vers cette tendance-là, oui. Et puis avec, en effet, savoir manier la vidéo, couper, parler, il faut introduire, finir un sujet. C'est pas le même métier. C'est un nouveau métier qui s'additionne au métier de vendeur, c'est clair.
Une boutique que j'adore, c'est L'Oréal à Shanghai, qui a ouvert l'année dernière un super flagship et qui est dans l'esprit parisien. Alors, on peut faire du vélo sur les Champs-Élysées, on peut faire pas mal d'expériences assez incroyables. En tout cas, pour nous qui ne sommes pas forcément incroyables parce qu'on est parisiens, mais en tout cas pour des personnes à Shanghai, oui. Et ils ont installé un vrai studio, mais en plein milieu du magasin avec la tour Eiffel derrière, avec des écrans tour Eiffel derrière. Alors pour nous c'est un peu kitsch, mais c'est assez drôle. Cependant, ça leur permet également d'attirer, de vendre sur le pays entier et de faire connaître la boutique sur le pays entier et d'inviter des clients VIP à rencontrer les KOL en magasin, ce que tu ne fais relativement peu parce que c'est des types qui sont absolument, qui sont inabordables dans la vie courante. Donc tu peux rencontrer comme ça des stars et tu le fais en magasin. Donc oui, il y a plein de, moi je vois plein de boutiques qui ont déjà des espaces prévus pour le live stream. Il y avait une initiative qui était assez marrante, justement d'Alibaba quand ils avaient fait un pop-up il y a 2 ans à peu près à Paris, où ils faisaient du live stream à la chinoise en pleine journée au milieu du magasin. Ça avait un petit côté exotique. Ça fait un peu démonstration, comme quand tu vois un chef en train de préparer quelque chose, tu dois le regarder de façon un peu... Tu vends différemment et en plus, voilà. Il y avait eu une initiative aussi qui avait été faite pendant la Fashion Week avec des influenceurs chinois qui étaient venus justement vendre des marques françaises. Et là, c'est pareil, c'est un armada technologique. Bon, c'est bizarre. Mais pour nous, ça va. C'est marrant, hein. C'est notre façon de faire. C'est un autre monde comme celui qui pourrait arriver bientôt, celui du métavers. Quelle pourrait être la place justement des boutiques dans le métavers? Est-ce que finalement c'est celles qui seront le mieux armées? Parce que une expérience de métavers, ça ressemble beaucoup plus à une expérience de commerce physique que finalement que d'e-commerce. Donc, est-ce que ça va pas être le retour de la boutique dans le métaverse? Je pense qu'on va avoir arrivé des concepts très sympas. Parce qu'une fois qu'on te met quand même les glaces, je ne sais pas si vous avez fait le bal de Paris de Biancali, ça n'a rien à voir avec le commerce, mais en fait on devenait... donc on vous équipe avec tout l'équipement et vous vivez pendant 3/4 d'heure vraiment une expérience à l'intérieur. Mais j'étais avec ma fille, donc on s'est tenu la main, etc. On a choisi notre robe Chanel, on a vu et donc si on peut, mais bon, j'imagine le coup derrière. Mais ensuite, si on peut transposer ça, on part tout de suite. Et je trouve ça génial. Et je pense qu'on devrait s'inspirer. On devrait s'inspirer parce que c'est un autre monde. On est dans un enchantement. On est dans tout ce côté plaisir dont on parlait au début. Ça met des étoiles dans les yeux. Voilà. Et je pense que voilà, le commerce peut faire ça. C'est cool si le commerce peut mettre des étoiles dans les yeux. On est un peu là pour ça quand même, malgré tout. Sur le côté e-commerce, il y a 2 choses que j'aimerais te dire. Le premier, c'est le Printemps, qui a quand même lancé, tu as été le premier grand magasin au monde à lancer son magasin Web3, qui a ses avantages, ses inconvénients, mais en tout cas, l'initiative est française. Sur leur site du Printemps. Tu peux visiter un espace qui est entre la coupole et un magasin un peu classique qui a été reconstitué. Le seul point qui aujourd'hui un petit peu m'embête, c'est qu'une fois que tu cliques sur le produit, tu retournes sur le site classique Pecom et tu retrouves sur la page produit. Donc c'est un peu frustrant. Mais en tout cas, l'initiative est là et on voit que les choses commencent à se développer. Et deuxième point, je pense que les retailers physiques sont les mieux placés pour réussir dans le Web3. Donc c'est très bien pour nous. Parce qu'en fait, on va recréer certes digitalement, mais il y a un point de vente physique. Donc, ce ne sont pas les e-commerçants qui réussissent le mieux à faire du merch, qui savent faire de l'expérience, de l'architecture, de tout ça. Et en fait, ça ressemble extrêmement proche avec ce qu'on vit tous les jours en magasin. La relation avec le vendeur, même si ça sera potentiellement 2 avatars qui se parlent, mais quoi qu'il en soit, ce sera des personnes en échange qui sera beaucoup plus fluide qu'un chatbot avec un robot. Va cliquer ici ou ici. Donc, je pense que nous sommes les mieux armés pour affronter le Web3 et pour avoir des vraies performances sur ce nouveau canal. Ouais. Un peu de temps. Ouais. Le e-commerce a mis 20 ans, bien sûr. donc le métaverse, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Est-ce qu'il y a des questions ici?
est-ce qu'en tant qu'enseigne, on peut avoir une politique RSE sérieuse et aller dans le métaverse? Il y a 1000 réponses Piège. possibles. Mais en Merci même temps, Elisabeth pour ta question. non, mais il y a 1000 réponses possibles, mais en même temps, je me permets juste de répondre un petit peu et je vous laisse après, mais si on tire le fil du métavers, c'est peut-être une solution pour sauver la planète. Parce que si demain, tu n'as plus besoin de prendre l'avion pour aller aux Bahamas, de prendre la voiture pour aller travailler, de prendre... Ah ben, si on tire le fil, j'ai pas dit que c'était le rêve, mais si on tire le fil, si la plupart des gens qui ont les moyens aujourd'hui de polluer, parce qu'il faut avoir les moyens de polluer malgré tout, si ces gens-là restent dans leur salon avec des lunettes sur le visage et font tout devant leur ordinateur, ah ben je vous fais peut-être pas rêver, mais potentiellement c'est une solution. Potentiellement, c'est une solution. Si demain, je prends plus de plaisir à habiller mon avatar qu'à m'habiller moi-même, bah, je vais beaucoup moins polluer. Vous voyez? Donc, Alors, je n'ai pas de... J'ai pas de stats précises sur le sujet, je vais être très honnête. Cependant, la consommation d'un magasin, même si tu me connais, je suis à fond pro-magasin et ainsi de suite. La consommation des terres, déjà, que sont liées à des centaines de milliers de mètres carrés qui, toutes les années, aussi pourrissent parce que derrière, on a des magasins qui ne sont pas forcément utilisés. Les exploitations de terres, de matériaux, pour construire tout ça. Il y a aussi, quoi qu'il en soit, le magasin n'est pas hyper vertueux malgré tout. On essaye de faire un maximum de choses. Donc, ça serait intéressant de comparer justement. Et un magasin métavers permet à des millions de personnes d'accéder à un seul point d'un seul point qui consomme certes de l'électricité, versus peut-être un parc de 5, 6 000 magasins qui consomment aussi de l'électricité, des terres, des ressources, de l'eau, enfin bref, mille choses. Donc, la question se pose et le bilan mériterait effectivement de se poser. Pour l'instant, il y a zéro retour parce qu'on est sur du test pur d'un côté, enfin, sur du métavers. ouais, c'est beaucoup trop tôt, mais c'est vrai enfin, il y a déjà des initiatives en tout cas pour avoir des consommations beaucoup plus green, etc. Enfin, on l'a déjà, pas besoin d'aller dans le métavers. Rien que Netflix, etc., ça consomme énormément de bandes passantes et donc d'électricité et de data center et tout ça. Enfin, un data center aujourd'hui, j'avais le chiffre, et un data center Netflix, c'est la consommation de 3 hôpitaux par an. Donc, vous voyez un peu le rapport, et les data centers, ils les multiplient. Il y a bientôt plus de data centers que d'hôpitaux. Donc, oui, sur ce point-là, c'est énorme, mais avec un voyage en avion... Bien sûr, bien sûr. Et on fait pas ça. Moi, je suis pas d'accord. Mais le métaverse, il existe. Les jeux virtuels, c'est des métaverses Bien sûr. de loisirs depuis combien d'années? Bien sûr. Et c'est comme Life, vous savez, Bien existe sûr. toujours. Et ça Mais les fait réseaux la sociaux aussi. technologie de blockchain, on le sait, avec les crypto-monnaies, c'est hyper consommateur d'électricité. Bien sûr, bien sûr. Et ça n'apporte pas forcément plus de Ah oui, mais là, il y a un rapport entre... Non, mais c'est un paradoxe. Ouais, non, mais il y a un J'ai par... envie d'y aller parce que c'est un acte de technologie et d'innovation qui fait rêver tout le monde. Mais c'est pas ce que nous, avec si on est vraiment engagé dans la RSE. Enfin, les experts de la RSE, suivez-les, les métaverses. Ils aiment pas du tout. Ils n'aiment pas du tout. Ouais, mais... Oui, non, mais je suis d'accord avec vous. J'ai aucun doute là-dessus. Mais encore une fois, si je prends 5 ou 6 ou 7 fois l'avion par an, et que je le prends plus... Si je prends l'avion pour aller aux Bahamas et que pendant l'avion je suis avec mes lunettes de métaverse, ouais, ça là je vous Après, tu as l'expérience voyage qui de toute façon, tu as besoin de découvrir physiquement quelque chose, et l'expérience d'achat qui est quand même pas tout à fait la même. Enfin, moi, je vais être connecté avec toi. Voyager aux Bahamas depuis mon canapé, on va tous finir à 150 kilos et puis on va rien faire, on va poser là et puis voilà. Malgré tout,
ton site e-commerce, s'il est transformé avec une expérience qui reste plus intéressante, et Amazon, c'est quand même une page blanche et des photos dégueulasses dessus. Je suis désolé, je suis contre Amazon, je le dis. C'est tout, c'est une expérience hyper basique. Alors effectivement, ils te délivrent plutôt bien, ils font bien les choses, c'est-à-dire ça n'a pas la taille si c'était mal fait aujourd'hui, tout à fait d'accord. Cependant, de mettre du contexte autour de tout ça, bah, ça peut rendre la chose un peu plus sympathique quand même que ça ne l'est aujourd'hui. Et il n'y a pas un site web aujourd'hui qui est relationnel, qui donne de l'émotion. Tu as beau mettre des films, tu as beau mettre des photos, tu as beau mettre quoi que ce soit, un magasin, ça te le permettra, et peut-être que le métavers sera vraiment un pont entre les deux. Ouais, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de sites web aujourd'hui sur lesquels tu vas pouvoir prendre des rendez-vous avec des vendeurs, justement, où tu vas pouvoir discuter, tu vas pouvoir avoir du conseil. Il y a Gucci, vous connaissez l'exemple de Gucci qui a monté vraiment des boutiques pour ça. Enfin, là, ça va dans le bon sens. Là, ça va dans le bon sens, le sens que nous aimons. Bon, je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre, parce que c'est cool. Il y a des verres j'ai cru voir des verres de vin tout à l'heure. Donc, je vous incite à aller voir plein de verres. Hein, plein de verres, on a le droit. Maintenant, on a le droit, c'est terminé, on a le droit de boire plein de verres. En tout cas, merci beaucoup. On se reverra pas avant les vacances de cet été. Donc, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Et puis, on se reverra à la rentrée pour les prochains événements de Alain. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi.